Je ne serai pas l'ombre de mon père, mais la fierté de ma mère. Car le monde n'est pas assez vaste pour mes rêves. Alexandre le Grand, le rêve d'un monde unique. En l'an 356 avant notre ère, sous le ciel éclatant de la Macédoine, naquit un enfant dont le nom allait traverser les siècles comme un éclair dans la nuit de l'histoire. Alexandre, fils de roi, élève des philosophes, conquérant des empires, et bientôt appelé par les hommes, Alexandre le Grand. Il vit le jour à Péla, capitale du royaume de Macédoine, dans une cour où la guerre, la politique et les mythes se confondaient. Son père, Philippe II, n'était pas un souverain ordinaire. Stratège redoutable, réformateur militaire, il avait transformé la Macédoine en une puissance capable de dominer le monde grec. Mais ce roi était un infidèle lubrique et menaçait sans cesse de répudier sa femme, la reine de Macédoine, qui lui avait apporté le pouvoir. Sa mère, Olympias, princesse d'Épire, femme ardente, mystique et ambitieuse, éleva son fils dans l'idée qu'il n'était pas seulement destiné à régner, mais à accomplir une mission presque sacrée. Très tôt, Alexandre grandit dans l'ombre des héros. On lui parle d'Héraclès, d'Achille, des dieux de l'Olympe, des rois anciens et des cités immortelles. Dans son esprit d'enfant, l'histoire n'est pas encore un livre fermé. Elle est une porte ouverte vers la gloire. Son éducation fut confiée au plus grand esprit de son temps, Aristote. Le philosophe lui enseigna la science, la médecine, la géographie, la politique, la poésie et la pensée grecque. Mais au-delà des leçons, Aristote transmit au jeune prince une idée immense. Le monde pouvait être compris, ordonné, exploré. Alexandre apprit ainsi à manier l'épée, mais aussi la pensée. Il serait à la fois guerrier et visionnaire. Dans les récits d'Homère, il trouva son modèle absolu. Achille, le héros de l'Iliade. Alexandre ne voulait pas seulement vaincre, il voulait que son nom survive au temps. Il voulait cette immortalité étrange que seule la gloire offre aux hommes mortels. À 18 ans, lors de la bataille de Chéronée, il montra déjà son génie militaire aux côtés de son père. La Grèce était désormais soumise à la puissance macédonienne. Philippe II préparait une grande expédition contre l'Empire perse. Mais en 336 avant Jésus-Christ, il fut assassiné. Alexandre n'avait que 20 ans. Je ne serai pas l'ombre de mon père, mais la fierté de ma mère. Alors, dans un royaume menacé par les complots, les révoltes et les ambitions rivales, le jeune prince devint roi. Car le monde n'est pas assez vaste pour mes rêves. Beaucoup pensaient qu'il serait trop jeune, trop impulsif, trop fragile. Ils se trompaient. En quelques mois, Alexandre écrasa les rébellions, imposa son autorité et reprit le rêve de son père, porter la guerre en Asie. Au printemps 334 avant Jésus-Christ, il traversa l'Hellespont avec une armée relativement modeste, mais disciplinée, entraînée, soudée par la réforme militaire macédonienne. Face à lui se dressait l'immense empire achéménide, celui de Darius III, maître d'un territoire gigantesque, de richesses prodigieuses et d'armées innombrables. Alexandre n'avançait pas comme un simple envahisseur. Il avançait comme un homme convaincu de suivre un destin. Au Granique, il força l'entrée de l'Asie. À Issos, en 333 avant Jésus-Christ, il affronta directement Darius III. Le roi perse dut fuir, abandonnant son camp, sa famille et une part de son prestige.
Octobre 331 avant notre ère. Après sa victoire éclatante sur le roi perse Darius III lors de la décisive bataille de Gaugamel, un nouveau chapitre de l'histoire du monde s'ouvre. Alexandre entre dans Babylone, la ville des rois, la cité des merveilles, gardienne des secrets les plus anciens de l'Orient. Lentement, les immenses portes de la ville s'ouvrent. Nul cri de guerre, nulle résistance. Mais contre toute attente, l'acclamation du vainqueur s'élève parmi la foule. Sur son cheval, le jeune conquérant avance, entouré de ses phalanges disciplinées, sous le regard d'un peuple rassemblé le long de la grande avenue sacrée. Les prêtres s'inclinent, les notables déposent leurs offrandes. Ce jour-là, Babylone ne tombe pas. Elle accueille son nouveau souverain. Depuis le palais qui lui est désormais destiné, Alexandre contemple la cité légendaire, encore resplendissante de richesse et de puissance. Des coffres remplis de pierreries et d'or sont présentés spontanément aux vainqueurs. Les nobles de la ville reconnaissent leur nouveau roi et, selon les usages de l'Orient, une princesse royale lui est offerte en signe d'alliance et de soumission. Ce jour-là, Alexandre n'est plus seulement un conquérant. Il devient le maître de l'une des plus grandes cités du monde. Alexandre, au lieu de traiter les captifs avec brutalité, se montra magnanime envers la famille royale perse. Déjà, il comprenait que conquérir un empire ne suffisait pas. Il fallait aussi apprendre à le gouverner. Puis, il descendit vers le sud. Les cités tombèrent les unes après les autres. Tyr, la ville insulaire réputée imprenable, résista longuement avant d'être prise. En Égypte, Alexandre fut accueilli comme un libérateur. Là, sur les bords de la Méditerranée, il fonda une ville destinée à devenir l'un des plus grands foyers intellectuels de l'Antiquité, Alexandrie. Cette ville ne fut pas seulement une création politique, elle fut une promesse, une porte entre l'Europe, l'Afrique et l'Orient. Plus tard, elle portera l'une des merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie, symbole de lumière, de navigation et de savoir. Après Alexandre, l'Égypte deviendra le royaume des Ptolémées, dynastie grecque qui prolongera l'héritage hellénistique jusqu'à Cléopâtre. Babylone, Suse, Persépolis, les capitales perses s'ouvrirent devant lui. Alexandre n'était plus seulement roi de Macédoine, il devenait maître de l'Asie. Mais plus son empire grandissait, plus son âme semblait happée par une ambition sans limite. Il ne voulait pas seulement dominer les peuples vaincus, il voulait les unir. Il adopta certains usages perses, encouragea les mariages entre Macédoniens et Orientaux, fonda des villes, installa des garnisons, diffusa la langue grecque, les arts, les idées. Ce mouvement, plus tard, portera un nom, l'hellénisation. Pourtant, cette vision provoqua des tensions. Ces soldats macédoniens ne comprenaient pas toujours ce roi qui prenait les habits de l'Orient, qui honorait les anciens ennemis, qui semblait vouloir devenir plus qu'un souverain grec, le roi d'un monde nouveau. En Bactriane, après ses conquêtes, Alexandre le Grand épouse Roxane, une princesse orientale dont la beauté et la noblesse l'ont profondément touché. Lors d'une cérémonie selon les traditions locales, il partage symboliquement un pain avec elle, scellant ainsi leur union. Ce mariage représente non seulement une alliance amoureuse, mais aussi la rencontre entre l'Orient et l'Occident, au cœur de son empire. Alexandre avançait encore, toujours plus loin, au-delà des montagnes, au-delà des déserts, jusqu'aux rives de l'Indus. En Inde, il affronta le roi Poros lors de la bataille de l'Hydaspe. Lors de l'assaut final, Alexandre le Grand se retrouva soudain face à un équipage de guerriers juchés sur un redoutable éléphant de guerre. Sans la moindre hésitation, il lança son cheval droit sur la bête et abattit le cornac d'un coup fulgurant. Mais dans le tumulte de l'affrontement, une lame ennemie vint frapper violemment son ventre. Protégé par sa solide cuirasse de cuir,
il ne fut que légèrement blessé. Refusant de céder, le conquérant se redressa aussitôt et reprit le combat avec une détermination intacte au cœur de la mêlée. La victoire fut rude, sanglante, épuisante. Son cheval légendaire, Bucéphale, compagnon de tant de campagnes, mourut probablement dans cette période. Alexandre fonda une ville en son honneur, Bucéphalie. Mais ces hommes n'en pouvaient plus. Ils avaient marché pendant des années. Ils avaient traversé l'Anatolie, la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse, les montagnes d'Asie centrale et les plaines de l'Inde. Ils ne rêvaient plus de gloire, ils rêvaient de retour. Sur les bords de l'Idas, l'armée refusa d'aller plus loin. Pour la première fois, Alexandre dut céder. Le retour fut terrible. Dans le désert de Gédrosie, les hommes moururent de soif, d'épuisement, de chaleur. L'épopée devenait tragédie. Le conquérant invincible découvrait que même les plus grands rêves se brisent contre les limites humaines. Derrière l'image du héros, il y avait aussi un homme tourmenté. Sa colère pouvait être terrible, ses excès parfois sombres. La solitude du pouvoir l'enfermait dans une grandeur de plus en plus dangereuse. Puis vint la blessure la plus intime, la mort d'Héphaïstion, son plus proche compagnon. Pour Alexandre, cette perte fut un effondrement. Héphaïstion n'était pas seulement un ami, il était son confident, son double, peut-être la seule personne capable de comprendre vraiment l'homme derrière le roi. Sa disparition plongea Alexandre dans un deuil immense, presque démesuré. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre revint à Babylone. Il voulait faire de cette ville le centre de son empire universel. De là, il préparait peut-être de nouvelles expéditions. L'Arabie, la Méditerranée occidentale, Carthage peut-être. Nul ne sait jusqu'où son rêve aurait voulu aller. Mais le destin, lui, s'arrêta. Après une période de fatigue, de fièvre et de maladie, Alexandre s'affaiblit. Les sources antiques ont transmis plusieurs hypothèses. Paludisme, typhoïde, infection, empoisonnement, épuisement. Le mystère demeure. Ce que l'on sait, c'est qu'à Babylone, en juin 323 avant notre ère, Alexandre mourut à seulement 32 ans. Sa dernière pensée s'envola vers sa mère, Olympias, restée en Macédoine, celle dont l'image veillait sur lui, gravée dans sa bague fétiche qu'il n'avait jamais quittée. Il n'avait pas désigné clairement de successeur. À la question « À qui laisses-tu ton empire ?», la tradition raconte qu'il aurait répondu « Au plus fort ». Alors son monde se déchira. Ses généraux, les diadoques, se partagèrent l'héritage dans le sang. L'empire d'Alexandre, trop vaste, trop jeune, trop dépendant de son génie personnel, se fragmenta. Mais sa disparition ne fut pas la fin de son œuvre. Elle fut le commencement de sa légende. Car Alexandre avait changé le visage du monde. Il avait porté la culture grecque jusqu'au cœur de l'Orient. Il avait ouvert des routes, fondé des cités, provoqué des rencontres entre les peuples, les langues, les dieux et les savoirs. De la Méditerranée à l'Asie centrale, de l'Égypte aux portes de l'Inde, son passage avait semé une civilisation nouvelle, le monde hellénistique. Alexandre ne fut pas seulement un conquérant, il fut une fracture dans le temps. Avant lui, l'Orient et l'Occident se regardaient comme deux univers séparés. Après lui, ils commencèrent à se mêler, à se traduire, à se transformer. Son rêve n'a jamais été pleinement réalisé. Aucun homme ne pouvait vraiment unir le monde sous un seul sceptre. Mais ce rêve, même inachevé, a survécu à son empire. Alexandre le Grand demeure ainsi l'une des figures les plus puissantes de l'histoire. Stratège fulgurant, roi visionnaire, homme de passion et de contradiction,
Il incarne l'ambition humaine dans ce qu'elle a de plus magnifique et de plus dangereux. Il a voulu dépasser les frontières, les peuples, les montagnes, les déserts, et peut-être même la condition humaine. Et aujourd'hui encore, dans la brume des siècles, Alexandre se dresse devant nous. Non comme une simple statue de marbre, non comme un nom figé dans les livres, mais comme une ombre immense, lumineuse et tragique, celle d'un homme qui voulut faire du monde entier le théâtre de sa destinée. Alexandre le Grand, le roi qui conquit la terre, mais dont le véritable empire fut la mémoire des hommes. Alexandre le Grand, le rêve d'un monde unique. Parce qu'un autre cinéma naît. The Time Machine.